sur internet, une critique se répand de plus en plus à propos de la place de la femme dans le cinéma populaire. Pas le cliché de la femme remplaçable qui est un cliché insultant qu'on commence à peine à poutrer avec les récents Kingsman 2 et Mission Impossible Fallout. Pas le fait que de nos jours on a encore des crétins pour démolir un film juste parce qu'il met en scène un personnage principal féminin, même quand il y a 40 000 autres trucs critiquables. Pas le cliché de la femme dans le frigo, et pas non plus le fait qu'on continue des comédies romantiques qui traitent les femmes comme des connes incapables de supporter des sensations fortes. Non, c'est aussi on critique, enfin, pas seulement ces temps-ci parce que c'est une vieille critique qui a été déterrée pour je ne sais quelle raison, le syndrome de Trinity. Grosso modo, un cliché qui consisterait à montrer une femme forte, compétente et cool, qui est reléguée au cours du film en tant que bras droit du héros masculin, voire simple love interest, un trophée à conquérir qui ne devient aussi cool et forte que lors de son introduction. Cliché basé justement sur le personnage de Trinity de la trilogie Matrix. Donc vous imaginez que le gauchias que je suis, apparemment, qui s'est plaint du traitement des femmes, de la communauté gay et des personnages transgenres au cinéma, partage la même opinion à propos de ce fuck no. Ce syndrome, c'est de la connerie basée sur une incompréhension totale des personnages critiqués, et pire, qui impose des messages beaucoup plus problématiques que ce qu'ils dénoncent. Et je ne dis pas ça parce que la plupart des personnages critiqués viennent de films que j'aime, voire adore. Non, rien que Matrix, j'avais fait il y a longtemps une vidéo où je montrais que j'étais ouvert à la possibilité que la saga ait des défauts, voire était mauvaise. La conclusion était non, je ne crois pas, mais je reconnais des défauts, surtout dans les suites qui ont de sacrées longueurs, dues à un découpage discutable. Et il y a d'autres films que je sais problématiques mais que j'aime beaucoup, genre j'adore SOS Fantôme, mais faut le dire, Peter est un harceleur sexuel qui mérite la tôle. Ou James Bond, j'aime ses films, y compris la période de Daniel Craig, mais faut le dire, ce mec est une salope qui utilise les femmes comme des objets. Alors vraiment navré d'utiliser le mot féminin salope, mais malheureusement j'ai que ça, parce que y a pas d'équivalent à salope pour les hommes. Voilà, y a salaud, mais c'est pas la même connotation de « Oh, il couche avec un petit peu tout le monde, oh !» Parce que ouais, j'ai jamais compris cette mentalité, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes c'est une salope, mais un homme qui couche avec beaucoup de femmes, ah lui c'est un tombeur. Et il y a aussi d'autres films que j'adore qui répondent à des syndromes problématiques comme La femme dans le frigo ou Le sauveur blanc. Donc ce n'est pas pour défendre mes goûts, non, c'est pour défendre des films que je trouve incompris. Et pour le démontrer, nous allons prendre quelques exemples de ce qu'on considère comme étant le syndrome de Trinité et démontrer que cette critique n'a pas lieu d'être. Bon, par contre, comme je vais entrer dans les détails dans l'exploitation de leurs personnages, je vais bien sûr spolier tout le film dans lequel elles apparaissent. Donc voici une liste de films qui seront spoliés dans cette vidéo. Et pour démontrer ma bonne foi, on va commencer par un film de merde. Alors oui, ça peut paraître évident, un personnage féminin dans un film de Michael Bay, forcément c'est sexiste, hein. Forcément elle est limitée à un objet de désir. Et oui, les personnages féminins de Bay, surtout dans Transformers, sont très régulièrement limités à ça. Ou alors à des folles qui ont besoin d'être dressées par une grosse tête de phallus. Je ne sais pas lequel des deux est le pire en fait. On ne va pas s'éterniser sur la blonde du 3 qui est littéralement comparée à une voiture et une chienne dans un cut pas du tout subtil, ou la mineure sexualisée à donf dans le 4, où B a dû passer une scène entière à expliquer que c'est pas illégal que la gamine puisse taper un connard de 20 ans, mais plus de temps à expliquer ça qu'à développer des personnages et le scénario pour dire... Michaela dans le premier film, contrairement à tous les personnages féminins qui l'ont remplacé dans les films suivants, n'est pas aussi problématique et ne rentre pas dans ce cliché qui démontre le sexisme d'un film. Sur le papier. Comment ça se fait et pourquoi tout le monde ne retient de ce personnage qu'une bimbo sexy? Eh bien, la réponse est assez fascinante. Contrairement aux autres Transformers, le premier film a des scénaristes, à savoir Roberto Occhi et Alex Kurzman. Alors, aujourd'hui on leur reproche le scénario de Transformers 2, ce qui est assez injuste parce qu'ils s'étaient tirés alors qu'ils avaient à peine écrit la base avant d'aller en grève. Limite, ils auraient dû les enlever du générique à ce stade. Ainsi que La Momie qui était un projet foutu d'avance qu'ils ne pouvaient pas sauver de toute façon. Mais en vrai, ce sont de bons scénaristes efficaces avec un bon CV et leur présence rend le cas de Michaela intéressant. Parce que si tu regardes le personnage sur le papier, juste son écriture, sa personnalité et ses actions, détachées de l'image et de l'exécution finale, eh bien non seulement c'est une femme forte, limite avec un côté garçon manqué, mais c'est aussi une meilleure héroïne que Sam, qui est juste le mec qui porte le MacGuffin. Si vous voulez, si Sam c'est Frodon, Michaela c'est Aragorn. Ou Sam. Non, pas ce Sam, l'autre Sam, ouais, voilà. Quoique non, Sam, ce serait plutôt Bumblebee. Même dans la bataille finale, elle apporte une contribution majeure et permet à Bumblebee de buter du méchant. Là où Sam a, certes, buté Megatron lui-même, mais juste parce qu'il a eu un bon réflexe. C'est limite du même niveau que Han qui tue Boba Fett, quoi. Seulement, vous en êtes pas rendu compte, parce que le personnage est joué par une actrice qui est forcée dans le moule des figures sexy hollywoodiennes et que Michael Bay la sexualise dès qu'il en a l'occasion. C'est un cas très intéressant d'opposition entre ce que dit le scénario et ce que dit l'image. La scène où elle vérifie le moteur de Bumblebee est un parfait exemple. C'est la scène qui est censée montrer qu'elle s'y connaît en voiture, qu'elle est plus qu'un simple objet de désir, qu'elle a une vraie personnalité et qu'elle est compétente. Parce que, more than meets the eye. Je suis sûr qu'il faut pas se fier à ce qu'on voit.
aux apparences. La tagline de la naissance qui essaye d'être une vraie morale. Idée intéressante qui est censée inspirer Sam à la considérer comme une vraie personne, voir son égal et non comme un objet à son service, exactement comme les Transformers. Mais comme Michael Bay filme que son nombril dégoulinant de sueur avec une lumière de soleil agressive et Sam qui grimace tant il a la gaule, et ben vous voyez qu'une bimbo, Sam ne change pas d'opinion sur elle et la scène sert juste à faire border des pervers. Dans les suites par contre, elle est là juste pour faire jolie et jetée comme une merde hors champ. Mais du coup voilà, c'est pas vraiment un syndrome de Trinity vu qu'elle reste une femme forte durant tout le film et même une meilleure héroïne que le héros principal lui-même. Dans le premier film, encore une fois. Et dans le 2... à la grande limite, mais elle est même pas limitée à un second du héros. Elle est juste superflue, et ça c'est pas du syndrome de Trinity, c'est du syndrome de Potiche. Non, et puis on peut reprocher la même chose à Bumblebee dans ce film. Parce que oui, lui aussi il est là juste pour faire joli, hein. Personnage suivant, et on va rester dans les films OSEF. Waouh, on n'a pas compris Ant-Man pareil, hein. Comment c'est possible? C'est un film Marvel après tout. Oui, le personnage de Hope est super compétente, mais est relégué à la place de sidekick par un homme. C'est tout le truc du personnage. Elle essaye de prouver à son père qu'elle a ce qu'il faut pour être la digne héritière de son statut de super-héros. Mais Hank étant un vieux de la vieille et ayant déjà perdu un être cher, il préfère protéger sa fille et mettre un mec sacrifiable dans le costume d'Ant-Man. Et tout le long du film, Hank se rend compte qu'il a eu tort. Hope sait se débrouiller seule et est digne de son héritage, au point qu'à la fin, il lui confie le rôle de la guêpe, qui d'ailleurs est un bien meilleur costume que celui d'Ant-Man vu qu'elle peut voler et tirer des blasters. Et même qu'elle devient la véritable héroïne de la suite, Ant-Man et la guêpe. Qui, franchement, aurait dû être renommée la guêpe et Ant-Man, parce que Ant-Man aide, ouais, mais c'est la guêpe qui fait le plus important. Hein. Donc non, ce n'est pas du syndrome de Trinity du tout. Et je dis ça alors que je n'aime pas ce film qui a fait virer Edgar Wright juste pour pouvoir foutre Ant-Man dans Civil War. Allez, on reste dans les films de merde. Alors oui, on a une femme forte, compétente, jouée par une actrice de merde que j'ai jamais compris ce que les gens lui trouvaient, et elle se fait dépasser par un personnage masculin principal qu'elle va embrasser à un moment du film. Mais malgré le mépris que j'ai pour cette daube qui est juste une fusion ratée entre Fight Club et Matrix pour les débiles, c'est pas non plus du syndrome de Trinity. En fait, le scénario va dans une autre direction qui annule toute possibilité de syndrome de Trinity. Déjà, si le héros la dépasse, c'est pour deux raisons. Premièrement, Fox est le mentor du héros. C'est plus son Obi-Wan Kenobi que sa love interest. En fait, à part un baiser qui servait plus à faire chier l'ex du héros qu'autre chose, ils ont aucune alchimie et la seule tension sexuelle était unilatérale. Et l'archétype du mentor va toujours dans le sens de l'élève qui surpasse le maître. Je vais prendre un exemple tout récent, Spider-Man New Generation. Peter apprend à Miles que pour réussir, il faut apprendre à faire un saut de la foi, donc Miles apprend à le faire, ce saut de la foi. Et à la fin, c'est Miles qui apprend à Peter que pour réussir, il faut apprendre à faire le saut de la foi. C'est pas du sexisme ou quoi, c'est juste une logique narrative millénaire. Autre point que c'est pas du syndrome de Trinity, Fox se révèle être une méchante. Donc non, elle n'est pas rabaissée à juste le second du héros. Au contraire, le héros comprend que le luxe et l'aspect cool de sa relation avec elle était un piège, une manipulation. Ce qui est une tentative, certes ratée, de critique de la superficialité du monde moderne qui te promet du pognon, des gonzesses et d'être un gros dur. Mais c'est raté car le film glorifie quand même un badass qui bute tous ceux qui l'emmerdent. Ou alors le réalisateur a pas réfléchi, il a juste fait un film bourrin où on ressort le cliché de l'organisation secrète qui trahit le héros. Encore une fois, ce film est une daube. Hein. De plus, le héros principal ne la dépasse pas vraiment parce qu'il ne s'affronte jamais directement durant le film. Et à la fin, elle se tue. Donc là, elle a juste surpassé elle-même. Alors dans le comics, qui est 1000 fois mieux d'ailleurs, là le personnage de Fox rentre plus dans le syndrome de Trinity. Mais là pareil, mais en bien fait. C'est une méchante, en fait le héros aussi est un méchant, et l'histoire est une critique de la superficialité qui te dit que t'es meilleur que les autres si t'as une nana sexy, que t'es un badass plein aux as et violent, tout ça. Sauf que là on te montre l'absurde et la tristesse d'une vie si superficielle. Aussi, elle reste au-dessus de lui jusqu'à la fin de l'histoire, mais spoiler encore une fois. Donc, non. Pas syndrome de Trinity non plus. Et puis de toute façon, je ne vois pas pourquoi vous voudriez qu'une assassin qui tue des innocents sans remords juste parce qu'une tapisserie lui a demandé soit un modèle de féminité à suivre. Bon, passons enfin au bon film. Alors, je vois pas du tout en quoi Hermione est syndrome de Trinity. Je comprends qu'on parte direct dans cette conclusion en se basant sur les apparences, genre voir les affiches où Harry est plus en avant qu'Hermione. Mais dans les films, elle est montrée dès le début comme très compétente, ok,
Et elle n'est jamais reléguée comme étant un bras droit du héros, encore moins comme une love interest. Non, elle reste compétente, elle est toujours meilleure en sortilège qu'Harry, qui arrive à réussir des trucs magiques parce qu'il est bon élève, parce que sa mère, parce que Dumbledore, parce qu'une boucle temporelle, ou même que le méchant principal lui a laissé un avantage. Et aussi, c'est la meilleure enquêtrice du trio. C'est elle qui fait le plus avancer le scénario. Elle est tellement compétente que même dans le coma, elle arrive à trouver comment vaincre une menace. Même dans les reliques de la mort, le dernier épisode, elle sacrifie toute son existence. Elle est celle qui mène la plus grande partie des opérations. Tandis que Harry, lui, est juste le détecteur d'Horcrux la plupart du temps. On tiendrait pas 2 jours sans elle. Ne lui répète pas surtout. C'est d'ailleurs une thématique principale dans la saga. Harry n'aurait rien accompli tout seul. Malgré tout le truc du garçon qui a survécu, de l'élu, patron de l'armée de Dumbledore, tout ça, Harry n'aurait rien pu faire sans ses amis. Autant Hermione que Ron, Neville, Drago, Rogue, Dumbledore, Hagrid, Luna, ses parents, Lupin ou Sirius. On ne peut rien faire seul. Nos amis et nos êtres chers sont notre plus grande force. C'est pour ça qu'Harry arrive à vaincre un Voldemort égoïste qui utilise les autres comme des pions et cherche seul la puissance individuelle grâce à un ensemble de personnes et d'actions. Donc non, Hermione ne perd pas ses compétences juste pour rendre le héros principal plus cool, sauf dans la coupe de feu. Mais en même temps, dans celui-là, tout le monde est con. Hein. Et c'est surtout parce que dans l'adaptation, le personnage a perdu toutes les scènes où elle avait des actions concrètes. Hein. Genre son militantisme pour défendre les elfes de maison, et tout ça juste pour se concentrer sur les romances nunuches. Le prince emmêlé, ouais, il a un peu rabaissé les compétences d'Hermione, mais il a beaucoup mieux amené l'aspect romantique et développement de personnage. Et puis c'est l'épisode où on montre que Harry est trop confiant en ses compétences, ça amène à des catastrophes. Au point qu'à la fin, il échoue, et il comprend que, ouais, il a toujours besoin de ses amis. C'est un peu le film de transition, donc... Transition. Alors, encore une fois, on n'a pas compris le film pareil, hein. Je sais un peu d'où vient votre point de vue, mais voilà. Comme quoi, même les dessins animés pour enfants peuvent avoir différents niveaux de lecture. Hein. Aussi, c'est là qu'on voit les limites de cette critique sur le syndrome de Trinity. Oui, dès le début du film, Astrid est montrée comme une femme badass, et en effet, à la fin, ses compétences sont rabaissées pour mettre en valeur le héros. Ok, techniquement, le syndrome colle. Mais le contexte change complètement la donne. Pourquoi Astrid est rabaissée malgré sa force ? Parce que le film a un message de tolérance et de non-violence. Le héros est mis en valeur parce qu'il découvre que l'ennemi n'est pas une vraie menace, que c'est une créature incomprise. Le film te dit que la violence n'est pas une solution et qu'il faut comprendre l'autre. C'est quand même plus important comme message que laisser la femme montrer qu'elle défonce tout à coups de hache. Et c'est pas juste l'image de la femme badass qui est remise en cause, mais l'image du badass en général. Le père du héros a droit au même traitement, parce qu'Astrid n'est pas remise en question parce que c'est une femme, mais parce qu'elle compte sur sa force avant tout. Elle frappe et pose des questions jamais. Ce sont des valeurs guerrières qui sont remises en cause par des valeurs plus saines et douces. Je pense en effet que Drago aurait très bien marché si le personnage principal était une femme. On valorise pas assez les métiers basés sur le soin et l'aide aux autres, comme infirmière, garde d'enfants ou aide à domicile, où d'ailleurs la présence féminine est majoritaire. Donc avoir une héroïne qui montre qu'on peut être forte sans être violente, et que l'empathie est plus forte que l'épée ou le muscle, ce serait un super message à passer. Mais avoir un personnage masculin comme Harold, qui montre que la douceur et la compréhension c'est important dans un monde macho, bourrin et violent comme celui des Vikings, c'est tout aussi important. Comme quoi, dans les deux cas, on a un message salvateur. Et même si plus de représentation est important, je suis d'accord là-dessus, dans ce cas précis, c'est quand même bien mieux que de juste mettre en valeur une femme forte juste parce qu'elle est forte. Excusez-moi. Je rigole parce que ça fait des années qu'on arrête pas de se plaindre que ce personnage existe, et maintenant t'as un nouveau groupe qui se plaint qu'on n'a pas assez d'elle. Ce personnage est au centre de tellement de débats qu'on sait même plus quoi penser d'elle. Alors, je sais même plus quoi dire à ce stade, car Toriel n'est jamais rabaissée. Non, elle est certes introduite comme badass au début de la désolation de Smaug, et reste badass tout le long des deux films où elle apparaît. Même en tombant amoureuse de Killy, elle n'est pas rabaissée car... c'est un nain. Et elle une elfe. C'est peut-être raciste à dire, mais les elfes sont génétiquement conçus pour être plus badass que les nains dans la Terre du Milieu de Peter Jackson. Donc du coup, tu n'as jamais de moment où Killy se montre meilleur que Toriel. Pour dire, à la fin de la bataille des 5 armées, Killy meurt et Toriel reste en vie. On peut débattre sur le fait que Legolas soit présenté comme plus compétente que Toriel, mais ça n'empêche pas cette dernière de sauver son cul plus d'une fois et d'être bien plus mise en avant que lui, mais bon. Bref, Toriel, malgré le fait qu'elle ait une romance, elle n'est jamais résumée à une simple love interest du héros ou un trophée à gagner. Aussi, elle ne perd pas ses compétences au cours de l'histoire, hein, parce que ses seules difficultés, c'est affronter un boss orc niveau 75 super puissant de la mort qui tue et surmonter l'épreuve du deuil. Alors certes, elle reste un personnage secondaire.
film s'appelle Le Hobbit. Elle entre en scène que dans le deuxième film. Elle n'est pas censée être au centre. Même le nain dont elle tombe amoureuse, c'est qu'un personnage secondaire. Déjà, c'est vachement cool qu'elle existe pour montrer plus de femmes balèzes dans la Terre du Milieu, vu que c'est un personnage original, créé pour les films. Pendant que vous y êtes, plaignez-vous que Éowyn aussi ait syndrome de Trinité parce qu'elle a pas balancé elle-même l'anneau dans la lave. Hein. Elle a juste tué le roi sorcier. Oh, qu'est-ce que c'est abaissant pour la gente féminine. L'histoire reste principalement celle de Bilbon, Gandalf et Thorin. Ce sont eux les personnages principaux, pas Toriel ni même Kili ou Legolas. Donc je ne vois pas le souci, surtout que dans ce trio, elle se situe au centre et reste le personnage le plus développé des trois. Et c'est quand même drôle qu'un personnage que Peter Jackson et Fran Walsh ont rajouté justement parce que ça manquait de représentation féminine, contrairement au Seigneur des Anneaux qui, bien que rare, avait quand même quelques personnages féminins impactants, soit reproché de pas être assez mis en avant. Ça a même fait polémique de rajouter ce personnage à l'époque. Vous devriez défendre cette décision contre ceux qui se plaignent de rajout de personnages féminins. Je comprends qu'on veuille aspirer à mieux, bien sûr, mais dans le cas de Toriel, vous êtes sûr que vous vous trompez pas de combat? Attends, quoi? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Quel rapport avec le syndrome de Trinity? Je pensais que le syndrome de Trinity, ça a critiqué l'utilisation de personnages féminins dans les films d'action et d'aventure. Là, c'est juste le personnage féminin d'une comédie romantique. Bon, certes, avec des meilleures scènes d'action que la plupart des films d'action, mais voilà, y a pas vraiment d'enjeu de sauver le monde, tout ça, machin. Ouais, tout le principe du film, c'est que le héros Scott doit vaincre les ex de la femme qu'il aime pour pouvoir sortir avec elle. Donc déjà, là, il y a une règle. Ramona ne doit pas se battre, car c'est Scott qui doit prouver sa valeur. Et si Ramona reste en retrait pendant une grande partie des combats, c'est parce que tout le monde reste en retrait pendant les combats. C'est le running game principal du film, qui se passe ces trucs incroyables, mais que tout le monde voit ça comme un truc banal et limite s'en cogne. Parce qu'en vrai, ça tient de l'allégorie. Scott Pilgrim est une romance adolescente déguisée en animé de combat. Les affrontements façon jeu de combat sont des métaphores imagées, une représentation fantaisiste d'une relation de couple, des conflits amoureux et comment tu dois te montrer meilleur que les précédentes déceptions amoureuses de celle que tu aimes. C'est pas important de savoir si le monde de Scott est vrai ou dans son imaginaire, s'il explose vraiment ses rivaux dans un torrent de pièces, si Ramona a pas vraiment une warp zone dans son sac, ou si être végétalien donne pas vraiment des pouvoirs psychiques. Bref, tout ça c'est surtout du symbolisme si vous voulez. Et même en l'imposant dans un contexte qui marche pas, on a carrément un syndrome de Trinity inversé. Parce que Ramona n'est pas introduite comme une femme forte physiquement et spécialement compétente. On la voit juste comme une nana cynique et cool qui a du caractère, mais qui se laisse charmer par la naïveté de Scott. Ce n'est que vers la fin du film qu'elle montre qu'elle sait se battre et affronte une de ses ex. Mais comme ça reste l'épreuve de Scott, ben voilà quoi. Et le combat final, elle participe, même si elle se fait battre et... Oh, tiens, Knives, est-ce que tu serais en train de combattre d'égal à égal aux côtés de Scott pour vaincre l'ennemi le plus puissant du film qu'il n'a pas réussi à battre seul? Ça aussi, ça envoie chier le syndrome de Trinity, non? Bah oui, le syndrome de Trinity, ça critique le fait que les personnages masculins surpassent les personnages de femmes fortes. Or là, ben, Scott, elle dépasse pas Ramona parce qu'elle est juste indisponible pour le combat à cause d'une règle et d'une puce qu'elle a dans le cou. Et Knives, l'ex de Scott, devient son égal. Limite, elle dépasse Scott et Ramona. C'était un indice mis en place lors de la partie de Ninja Revolution entre Scott et Knives d'ailleurs. Ce film est doué pour la mise en place qui paye à la fin. En fait, Edgar Wright lui-même est doué pour ça. Du coup, on a une fille normale qui dépasse une femme forte. Du coup, il y a plus du tout de raison de se plaindre de sexisme là. Ça, plus le fait que, bien sûr, tout le principe du film est d'avoir une structure de jeu vidéo avec le héros qui combat des boss pour sauver la princesse, appliquer à une relation amoureuse presque banale, puis de détourner cette structure permettant à Scott de ne plus voir les femmes comme des trophées interchangeables pour combler le vide de son existence, mais comme des personnes respectables, des êtres humains, et réussir à les considérer comme des amis, même après une rupture. Quand Scott débloque le katana du pouvoir de l'amour pour satisfaire son fantasme juvénile de sauver une demoiselle en détresse, il se fait éclater par le méchant. Mais quand il débloque le katana de l'amour propre et apprend à vraiment respecter les gens autour de lui, dont Ramona, Kim, Knives et même Envy, c'est là que la vraie puissance vient à lui. C'est tout le truc du film et des comics. Donc, y a pas de raison de se plaindre du syndrome de Trinity dans cette histoire, car c'est juste un gars qui affronte les difficultés d'une vie de couple et de ses relations avec les femmes. La base jeux vidéo ramène peut-être à des idées un peu sexistes, genre sauver la princesse, mais les jeux vidéo eux-mêmes déjà ils tiraient ça des contes que eux ils datent carrément du Moyen-Âge, donc forcément, base narrative dont Scott Pilgrim a renversé la logique à la fin de l'histoire, pour enlever les connotations sexistes sous-jacentes ou indirectes. I fucking hate video games because this is what it does. It appeals to like the male fantasy. À avoir une relation de couple où on considère l'autre comme une vraie personne, c'est de la fantaisie de mâle? Parce que ce serait bien si c'était le cas, mais sérieux? Alors, si vous aviez vu le film, vous sauriez que le personnage de Tom Cruise n'aurait rien accompli sans Rita. Tout le truc du film, c'est que la super soldat Rita doit entraîner et préparer le mec qui n'a aucune notion au combat. Parce que même ce mec a un avantage tactique.
il remonte dans le temps au début de la journée chaque fois qu'il se fait tuer. Du coup, on est dans une situation où ça ne peut être que lui, malgré toute la compétence de Rita, parce que elle a pas ce pouvoir malheureusement. Donc elle l'entraîne pendant plusieurs jours rebootés jusqu'à ce qu'il devienne aussi compétent qu'elle, mais avec l'avantage de ses pouvoirs temporels. C'est vrai qu'il y a une tension romantique entre les deux, ils s'embrassent, vers la fin on suggère qu'ils pourraient finir ensemble, mais même durant la bataille finale, leurs compétences à chacun restent égaux. Y a pas vraiment de moment où Tom Cruise se révèle être Jésus et sauve le monde facilement, bien que je suis sûr qu'il aurait aimé que le film se finisse comme ça. Non, ils acceptent tous les deux la mort et se sacrifient pour réussir leur mission. En fait, c'est pas une question de lui homme, lui héros, mais une question de ils ont besoin l'un de l'autre. Ils auraient rien accompli seuls. C'est très bien comme message féministe, même si Bill est celui qui y arrive à la fin, il a réussi parce qu'il a écouté et suivi l'exemple d'une femme, en l'acceptant en tant que mentor. Ça, plus le fait qu'elle lui a donné de précieuses secondes pour arriver à la salle du boss de fin. Donc c'est la victoire de Rita quand même. Ouais, ça aurait été cool qu'elle tue elle-même directement le cerveau alien et sauve la planète à la fin, mais en confiant ça à Bill, qui était à la base un profiteur de guerre lâche et irresponsable, elle lui fait comprendre une leçon plus importante. La nécessité de confier ses responsabilités à la génération suivante. Savoir compter sur les autres et les traiter en égaux, au lieu de s'entêter à satisfaire notre ego. Oui, je sais, un film de Tom Cruise qui nous explique qu'il faut pas se laisser aveugler par notre ego. Je sais, ça paraît un petit peu fantaisiste, mais c'est le cas. Attends, quoi? En quoi Kick-Ass dépasse Hit Girl? Quoi, parce que la petite s'est retrouvée dans une situation qui la dépasse et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la couvrir? Ce que faisait son père durant tout le film, justement? Elle reste bien plus compétente que Kika, c'est juste qu'elle n'est pas invincible. Ce n'est même pas comme s'il se montrait plus fort qu'elle au combat rapproché ou quoi. Non, même dans le combat final, Kika se bat comme un mec bourré et se contente d'appuyer sur la gâchette quand c'est nécessaire. Un singe pourrait le faire. Là où Hit Girl a de super chorégraphies badass et est plus forte et habile que le héros alors qu'il a 2 fois son âge. Et ne parlons pas du deuxième film. Deuxième film, dont d'ailleurs une des critiques récurrentes, c'est que le film aurait dû s'appeler Hit Girl, pas Kick-Ass. A plus ou moins raison, parce que Kick-Ass reste quand même un titre avec du sens, pas seulement parce que Kick-Ass ça peut être des culs, voilà c'est marrant comme titre, mais aussi parce que le personnage de Kick-Ass c'est un petit peu le symbole d'espoir de devenir des super-héros et de changer les choses. Même si au final, oui, Kick-Ass ne fait pas grand-chose dans ce film-là, et Hit Girl est quand même beaucoup plus mise en avant. Je suis sûr que si on calculait le temps d'écran, Hit Girl dépasserait Kick-Ass de loin. Dans ce film-là, elle a jamais vraiment besoin de Kick-Ass. Même dans le combat final, elle se débrouille parfaitement toute seule. Pendant que Kick-Ass mène son propre combat de son côté. Donc, où est le syndrome de Trinity, là? En quoi? Parce qu'elle le trouve sexy quand il enlève son t-shirt et l'embrasse à la fin? Donc, elle n'a pas le droit de fantasmer? Ses sentiments envers Kick-Ass ne la rabaissent pas. Hey, c'est même pas une vraie romance, c'est juste une ado qui affronte ses hormones. Ça fait pas un personnage moins cool ou moins bon. Ça fait juste un personnage qui est autre chose qu'une faiseuse d'action. Et ça fait de Kick-Ass plus ou moins pédophile, mais ça, voilà, c'est discutable. L'excuse de elle m'a chauffé, elle, je sais pas si ça marche à tous les coups, donc... Mais ce film critique le syndrome de Trinity, justement! Wild Style a un arc sur le fait qu'elle espérait être l'élu, la véritable héroïne de l'histoire. Parce qu'elle a fait tout ce qui lui semblait nécessaire pour en être digne, mais découvre avec frustration que non seulement ce n'est pas elle l'élu, mais que l'élu est l'incarnation de tout ce qui la dégoûte dans la société. La prophétie déclare que c'est toi la spéciale. Incarnation du bien, pourfendeuse du mal, la personne la plus douée, la plus brillante, la plus importante de l'univers. Ça serait formidable, ouais. Mais c'est Emmett qui a trouvé la pièce. D'accord. Emmett, la prophétie déclare que c'est toi le spécial, la personne Je la suis plus pas sûre qu'il douée. soit le spécial, en fait. Et ça l'amène à une remise en question qui lui fait comprendre que son dégoût pour les normies est injuste et ne règle pas le problème du tout. Et ça en fait une bien meilleure personne, car c'est pas ses compétences et sa dévotion en une bonne cause qui en fait une héroïne, mais la façon de faire. Et à la fin on découvre même que la prophétie est de la merde, donc que ce normie n'est pas vraiment censé sauver le monde à sa place, au point que le normie se sacrifie pour qu'elle continue le combat. Donc du coup... Wild Style, ou plutôt Lucy, reste la véritable héroïne de l'histoire. Même si c'est Emmett qui a convaincu le méchant d'être gentil parce que symbolique parental, c'est elle qui a mené la résistance à la victoire. Même la suite semble tourner autour du fait que malgré ce qu'a fait Emmett, Wild Style reste une meilleure héroïne. Je ne sais pas où ils amènent cette histoire car je n'ai toujours pas vu le film, mais en croire les bandes annonces, le film amène à une réflexion et une critique du syndrome de Trinity. Que c'est vrai que c'est injuste que la femme forte qui a voué sa vie à une cause se fasse remplacer par un mec banal et en fait un arc où Wild Style et Emmett évoluent tous les deux. Donc, tu t'es battu et tu as construit et tu as tout déchiré et c'est le mal minable qui était le chef. Et enfin, un dernier personnage qui ne rentre pas dans le syndrome de Trinity.
Ouais. Même elle, ça ne rentre pas. Quand le modèle de ta critique récurrente ne rentre même pas elle-même dans ta critique récurrente, faut se poser des questions sur la pertinence de cette critique récurrente. Alors oui, on l'introduit comme une femme forte, limite comme l'héroïne de cette histoire. Non, en fait non, on l'introduit comme une menace en la faisant tuer des flics pour remettre en question la vision du spectateur au cours de l'histoire. Mais bref, disons qu'on l'introduit comme une femme forte héroïque. Puis elle va chercher l'élu qui est un mec. Ce dernier a du mal pendant la moitié du film et finit par devenir bon vers la fin, jusqu'à dépasser Trinity. En fait, non, vu que non seulement dans la bataille, Trinity se bat d'égal à égal aux côtés de Neo, mais elle sauve le cul de Neo à plusieurs reprises, là où Neo ne la sauve qu'une seule fois. Oh, mais elle est résumée à une love interest au héros. Ben, oui, elle est amoureuse de Neo, mais ce n'est pas son seul attrait. Même que le fait qu'elle est amoureuse de lui, apparemment parce que cette dernière l'a stalké pendant longtemps, est ce qui fait de Neo l'élu. Comme un programme informatique, il fallait que la condition amour de Trinity soit remplie pour que le programme mode élu activé se lance. L'oracle m'a prédit autrefois que celui dont je tomberais amoureuse, cet homme serait l'élu de l'espèce humaine. Encore mieux, quand Neo se fait buter, c'est l'amour de Trinity qui l'a fait ressusciter et fait de lui l'être le plus puissant de la matrice. Donc même à la fin, Trinity reste primordiale et celle qui sauve le héros. Encore plus dans les suites qui, justement, détruisent l'archétype de la prophétie et du héros solitaire, en montrant que Neo n'est pas vraiment le sauveur-sauveur et qu'il a besoin de pratiquement tout le monde pour accomplir sa mission. Et justement, sans Trinity, Neo aurait échoué. Déjà parce qu'il serait toujours mort dans le premier film, mais aussi parce qu'elle n'aurait pas permis au maître des clés de s'évader et permettre à Neo de rejoindre la source, elle n'aurait pas pu empêcher l'explosion du bâtiment qui aurait tué Neo, Morpheus et le maître des clés, et donc rater la mission qui aurait condamné l'humanité car Neo n'aurait pas pu découvrir le secret derrière la prophétie. La prophétie était un mensonge. L'élu n'est pas là pour terminer quoi que ce soit. Ce n'était qu'un autre système de contrôle. Elle n'aurait pas convaincu Neo d'envoyer chier le système imposé par la prophétie, ce qui participe à sauver le monde à la fin. Elle n'aurait pas sauvé Neo des enfers en s'attaquant aux Mérovingiens. Elle n'aurait pas sauvé Neo de l'agent Smith. Et elle n'aurait pas emmené Neo à la ville des machines, ville soi-disant impossible à atteindre, surtout que ce dernier n'était pas en état de conduire, ce qui lui a coûté la vie d'ailleurs. Donc, on reproche à ce personnage d'être rabaissé à une simple love interest juste pour mettre en valeur le héros, alors qu'elle reste forte, compétente, déterminée et primordiale dans les 3 films, alors qu'elle lui sauve le cul dans tous les films. En fait, je suis sûr que si on faisait un comptage de sauvage de cul, Trinity gagne largement, alors qu'elle a autant contribué, voire plus, à sauver l'humanité que Neo lui-même. Je veux dire, il est où le problème avec le personnage au bout d'un moment? Le fait que c'est pas le personnage principal? Bah, évidemment. Le héros, c'est celui qui découvre les enjeux et l'univers, permettant au spectateur d'apprendre en même temps que lui. Pas celui qui est déjà très actif et sait déjà tout. C'est pour ça que dans le Hobbit, le héros c'est Bilbo et pas Gandalf ou Thorin, et que dans Twilight, on suit Bella mais pas un personnage plus intéressant. Ce n'est pas du sexisme, ce qui aurait été très étonnant de la part des sœurs Wachowski, c'est juste comme ça qu'on écrit les histoires de style mythologique monomythe. Et comme ça alors, t'as un héros masculin qui prend une femme comme modèle pour devenir meilleur. Ou alors c'est le fait qu'elle est amoureuse le problème? Ok, on en vient à la véritable raison pour laquelle j'ai voulu traiter de ce sujet. Le vrai problème. Le syndrome de Trinity est un peu l'effet secondaire d'un truc un peu trop récurrent dans la critique des personnages féminins dans les fictions qui m'inquiète énormément. L'idée que, parce qu'un personnage féminin éprouve de l'amour, elle devient de suite nulle, voire un rabaissement de la gente féminine. J'ai l'impression d'être dans un de ces dessins animés du samedi matin avec le méchant qui fait des dialogues du genre « Oh, l'amour, quelle faiblesse !» C'est bête, l'amour. Sauf que d'habitude, ce genre de dialogue, c'est balancé par le méchant. Et par la suite, les héros lui prouvent que non, il a tort, l'amour c'est plus fort que tout. C'est un peu ça dans une critique récurrente sur le film Wonder Woman. Les gens trouvent le film globalement cool et badass, mais dès que Wonder Woman affronte le dieu de la guerre et le bat littéralement avec le pouvoir de l'amour, pour eux, le film devient débile et gnangnan. C'est une histoire de dieu grec, où les concepts de ce genre donnent des super pouvoirs. Donc je vois pas trop le souci. Surtout que c'est logique avec le personnage de Diana, dont la plus grande force, c'est pas ses super pouvoirs ou quoi. Non, c'est sa capacité d'empathie pour son prochain. C'est ce qui fait d'elle une vraie héroïne. Non, et puis je suis désolé, mais les moments de faiblesse et d'émotion sont tout aussi importants dans un personnage de femme forte ou même d'homme fort que les moments cool. Genre Alita, j'aime la voir dégommer des robots psychopathes, mais je l'apprécie tout autant, voire plus, quand elle fait un crush d'adolescente sur le premier beau gosse qu'elle croise. Elle est tellement mimi. Non, parce que si c'est juste pour voir une femme forte à tout ce qu'elle fait et qui n'a aucune émotion ou aucune valeur positive, bah autant voir les Resident Evil avec Mila Jovovich, hein. Justement, ces films de merde montrent qu'éviter à tout prix ce syndrome de Trinity et d'éviter que le personnage ait des émotions et des moments de vulnérabilité ne rend pas ton film ou ton personnage meilleur. Ça ne le rend pas non plus moins sexiste parce que putain, le fanservice gratuit qu'ils ont fait avec Alice, tu m'étonnes que le réal l'a épousé à force. Non, et puis, vous voyez les fanboys de Star Wars? C'est ça
une Mérisu. Une Rey qui fait autant de conneries que de réussites et qui a des faiblesses, des moments de doute et des émotions, ça en est pas une juste parce qu'elle a des super pouvoirs ou qu'elle est douée. À moins que pour vous, une femme avec des super pouvoirs c'est déjà trop. Tu m'étonnes que Daisy Ridley trouve ce terme sexiste à force. Dans mes recherches sur les critiques récurrentes sur le syndrome de Trinity, je suis tombé sur une BD très intéressante par une certaine Myrion Mal. Ou Malais, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Où elle critique la façon dont les médias populaires mettent en avant des personnages féminins. Alors elle dénonce à un moment le syndrome de Trinity et cite quelques personnages que j'ai défendus à l'instant, mais elle utilise cette critique comme une étape de réflexion sur quelque chose de beaucoup plus problématique. Déjà, le fait que les personnages féminins sont soit des nunuches toutes jolies et bonnes à rien, soit des garçons manqués cool et fortes. Donc... ouais, ce que vous dites, c'est « ayez honte d'être des femmes, soyez des hommes ». Parce que les vrais mecs n'ont pas de sentiments, ça les rend faibles. Il faut juste de l'instinct, des muscles et de la bière. Et le problème, c'est ça au final. Malgré qu'on mette plus de femmes en avant, on continue à mettre en valeur des attributs souvent associés à la masculinité. Des positifs, ouais, comme le courage, protéger le faible, tout ça, mais aussi des toxiques, comme l'agressivité, l'absence d'émotion et de compassion, et la compétitivité sauvage. Sans parler du fait que... tout ce qui est en rapport à la féminité est donc encore plus méprisé. Donc c'est presque de l'antiféminisme en fait. L'une des raisons pour laquelle je défendais le concept de super-héroïne au cinéma il y a quelques épisodes, c'est pour qu'on arrête d'imposer à des fictions dites pour femmes des valeurs de féminité toxiques. Mais si c'est pour le remplacer par la masculinité toxique, ça sert à rien. On impose quand même des valeurs dangereuses. Vous avez juste accentué encore plus le fait qu'elles devraient avoir honte de pas être des hommes. Entre parenthèses, on croirait entendre crier une femme. Non, il faut plus de valeurs positives, masculines comme féminines. Pour en revenir à la BD de Myrion Mal, elle propose justement de mettre en avant des valeurs de féminité et sort même de très bons exemples de ça. Déjà les personnages de femmes fortes qui ne sont pas des bagarreuses, mais sont fortes et dignes, en prenant Marguerite dans Game of Thrones, Sansa dans une moindre mesure aussi, Elle dans La Revanche d'une Blonde et Katara dans Avatar. De très bons exemples dont je rajouterai aussi Hitomi dans Vision des Scaflaudes, Marge Simpson avant qu'elle devienne un stéréotype d'elle-même dans les récentes saisons, Starfire de Teen Titans, Anna de Ame et Yuki, mais aussi faire des personnages féminins qui ont des valeurs à la fois traditionnelles féminines et masculines, comme Lilo de Lilo et Stitch, Asami de La Légende de Korra ou Ellie de The Last of Us. Aussi de bons exemples dont je rajouterai Vaiana, Wonder Woman, Elastigirl des Indestructibles, Aqua de Kingdom Hearts, Buffy, etc. Ou, encore mieux, elle te propose de dégenrer ces valeurs. Parce que ouais, qui est le connard qui a décrété que seules les femmes peuvent être douces et que seuls les hommes peuvent être forts? Et qui a décrété que les hommes doux et les femmes fortes méritent d'être moqués? C'est pour ça que je précise valeurs traditionnelles masculines ou féminines. Parce que ça veut pas dire que des connards ont attribué ces valeurs à tel sexe il y a 5000 ans, que c'est juste et que ça devrait pas changer. Scientifiquement, les traditions sont des trucs débiles. Dans sa BD, Myrion cite en exemple de ça Alex de Buffy contre les vampires. Selon les moments alors, hein. Parce que pendant une grande partie de la série, c'est le mec qui veut se sentir comme un mec et qui est frustré de pas se taper l'héroïne. Mais après, oui, il a évolué, a accepté d'être juste ami avec Buffy, et c'est un personnage masculin qui est tellement doux qu'à un épisode, il a sauvé le monde avec le pouvoir de l'amour. D'ailleurs, c'est inquiétant qu'elle n'ait trouvé qu'un seul exemple de ça. Parce que des hommes qui sont associés à des valeurs de douceur et tout, c'est rare et ça amène trop généralement à l'humiliation de ces personnages. Parce qu'un mec qui n'agit pas en gros bourrin qui se tape 40 nanas, c'est forcément un sous-homme. Une femme qui agit en homme est beaucoup plus acceptée qu'un homme qui agit en femme. C'est pareil pour les gays, entre hommes surtout pas, mais entre femmes, non, pas de soucis, hein. Sauf si elles veulent adopter. Je peux en citer d'autres, des personnages masculins ayant des valeurs associées à la féminité qui sont valorisées, mais ils démontrent un certain problème. Genre Norbert Dragono des Animaux Fantastiques, qui est d'une douceur et d'une générosité maternelle impressionnante, mais qui a laissé pas mal de critiques dubitatifs. Il est bizarre, il est pas cool. Ou encore Steven Universe, dont certains critiquent régulièrement qu'il est trop enclin à pardonner et à être gentil avec ses adversaires au lieu de botter des culs, même si c'est tout l'intérêt de la série et ce qui fait la vraie force du personnage, faire preuve de tolérance et de compréhension. Pareil pour un autre exemple, Shun dans Saint Seiya, qui est un pacifiste gentil et doux, mais que l'histoire elle-même force à devenir un mec pour combattre des ennemis qui ne peuvent être vaincus que par la force. Et le changement de sexe dans la série Netflix... ouais... J'ai longtemps hésité à donner un avis concret là-dessus, mais après réflexion... ouais, ça n'aide pas. Et aussi, on parlait de lui tout à l'heure, le héros de Dragon. C'est aussi un personnage masculin qui a des valeurs féminines, douceur et compassion, opposé à Astrid et son père qui représentent une figure de masculinité toxique. Mais on se plaint qu'il fasse de l'ombre à Astrid, qui est forcément un meilleur choix de personnage principal parce qu'elle est forte, et donc plus digne d'être l'héroïne. Pareil pour Emmett du film Lego, sa force sont sa compassion et sa gentillesse, sa compréhension des petits gens du quotidien comparé aux héros plus grands que la vie.
C'est ce qui en fait un personnage plus nécessaire que juste un bourrin. Parce que ces personnages cherchent à remettre en question une situation et la corriger, au lieu de la régler avec de la violence. C'est pour ça que je pense que se plaindre du syndrome de Trinity est plus problématique qu'autre chose, parce qu'elle omet le message et le contexte posé par le film pour mieux remplir les cases d'un test. Chaque fois qu'on attire l'attention sur la place des femmes dans la société, je trouve que ça finit toujours par nuire au concept de l'égalité des genres en impliquant que c'est une exception et non le statu quo. Hein? Bah quoi, c'est pas parce que je suis le roi des biceps que je peux pas être féministe? Mais aussi parce qu'elle facilite, en mon sens, la mise en avant de morale bien plus douteuse que si on avait juste accepté ces personnages féminins qui restent en rôle de soutien. Surtout que, hey, combien de fans de telle licence préfèrent les personnages secondaires au personnage principal lui-même? Genre, il y en a vraiment qui regardent Harry Potter et qui pensent que Harry est son personnage préféré? Ou qui regardent Le Seigneur des Anneaux et qui pensent que Frodon est son personnage préféré? Bien sûr que non! Pas d'offense pour ces personnages, mais on préfère leur entourage de loin! Même moi, je suis plus Neville ou Sam, mais non, pas ce Sam! Et je préfère même Luna ou Éowyn aux personnages principaux! Après, je pense que cette critique n'aurait jamais existé si on avait plus de personnages principaux féminins dans des fictions du genre de Matrix et Harry Potter en général. Personne ne se plaindrait qu'un personnage féminin fort soit trop secondaire ou trop amoureux s'il y avait juste plus d'héroïnes dans plus de films. Tout ça aurait été mélangé dans la masse et les critères du syndrome de Trinity n'auraient rien de particulièrement observable ou remarquable, preuve que c'est plus un symptôme qu'une maladie. Donc peut-être qu'on devrait se concentrer sur cette quête d'offrir plus de place aux héroïnes et envoyer chier ceux qui se plaignent de persos principaux féminins forts parce qu'ils sont féminins. Le syndrome de Trinity est un peu comme le test de Bechdel qui devait, a priori, déterminer si un film était favorable à la représentation des femmes ou pas au cinéma, selon des critères précis, mais du coup limités. Parce que tu as des films super sexistes qui passaient le test, tandis que des bons films pro-féministes avec des bons personnages et des bonnes valeurs échouent. Ce test est en fait un ensemble de critères minimum pour s'assurer d'un nombre juste de personnages féminins dans une fiction. Mais un film avec des tonnes d'actrices peut être nauséabond aussi, donc restons critiques. Ce test, comme le syndrome de Trinity, part clairement sur de bonnes intentions, mais le problème est plus profond que t'as pas deux femmes qui discutent d'autre chose que d'un mec, ou tel personnage féminin fort est relégué au second plan pour laisser place à un homme. Mais je pense que le message derrière ce syndrome, c'est juste un appel qui dit « S'il vous plaît, on veut plus d'héroïnes qui sont vraiment sur le devant de la scène et pas que des faire-valoir. » Et je suis d'accord avec cette demande, mais juste pas avec la méthode. Surtout que les personnages féminins ont bien d'autres soucis que ça. Comme je l'ai dit, les persos féminins interchangeables, la femme dans le frigo, l'utilisation maladroite d'un viol d'une femme dans une histoire, les pornos pour ados là, ou encore, celui-là il m'énerve particulièrement, les personnages de femmes fortes qui saoulent sur le fait d'être des femmes fortes pour finalement servir à rien. Voire pire, démontrer leur force pour ensuite être réduites à des objets fragiles quand ça arrange le scénariste qui se contente d'un cliché fainéant de demoiselle en détresse. Ça me paraît plus grave et plus précis comme souci que juste un personnage féminin qui a des émotions, qui apprend des leçons, et qui n'est pas forcément le centre de l'attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee, ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.